Alors, lors de ces différentes interviews qu'on va réaliser avec les candidats des différents partis, on commence aujourd'hui avec le Likoud, on va expliquer un peu comment ça va se passer. Il y aura 10 thèmes. On va vous poser une question d'actualité, une question sur le programme, la sécurité, la paix, la diplomatie, l'économie, la coalition, les Olim, les immigrants, les Français, l'ALIA, la question des auditeurs également. Et on vous proposera de poser une question au prochain invité. Ce sera donc en fin d'entretien. La première question, elle concerne l'actualité. Est-ce que vous avez confiance ce jeudi matin encore en votre leader Benyamin Netanyahou? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il soit contraint d'abandonner la course? Mon soutien est total au Premier ministre. Total. Sans aucune équivoque, de façon sûre et certaine. La question, pour moi, c'est de savoir, malgré tout ce qu'on lui reproche, est-ce qu'il y aura une inculpation, oui ou non? Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, et ma position a été claire. Si lui me demandait mon avis, je lui dirais de façon très très claire, si vous êtes inculpé, je crois que le mieux, c'est de régler le problème judiciaire avant de continuer. Simplement, je ne juge pas moralement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il reste pour moi le meilleur candidat pour l'État d'Israël. Et si le juge l'inculpe, ce serait une grave erreur pour le pays. Vous ne pensez pas que son annonce dramatique de ce début de semaine portera préjudice au Likoud? L'intervention d'hier dramatique ou d'avant-hier dramatique, je ne sais pas si elle était vraiment si dramatique que ça. Je crois que c'était une déclaration avant tout début de campagne. Il a dit simplement la chose suivante: j'ai les mains propres. Il a répété ça. Je suis prêt à toute confrontation nécessaire avec des témoins de l'État. Mes concurrents, grosso modo, ont aussi des choses à se reprocher, mais on leur reproche rien. Et troisième point, j'ai le meilleur bilan qu'il soit. Est-ce que c'était si dramatique? Je crois qu'il faut, vous qui faites de la communication, on sait tous ce que c'est que aujourd'hui la presse, et tout le monde a un peu monté ça comme une grosse déclaration. En fait, c'est une première déclaration de campagne politique. Oui, on précisera tout de même que c'est Benyamin Netanyahou en personne qui a annoncé qu'il allait faire une déclaration dramatique. C'est pas la presse qui l'a annoncé comme ça, c'est lui qui a voulu faire un peu mousser cette annonce. Intéressons-nous à présent au programme du Likoud. Vous nous l'avez dit, vous êtes en direct des Likoudadia où vous bossez justement sur ce programme. C'est quoi la priorité du Likoud pour 2019? Alors, je crois qu'aujourd'hui, une chose est sûre, on est parvenu à une économie forte, à une sécurité forte, à un monde de start-up et une diplomatie forte. Aujourd'hui, la priorité, en tout cas, suivant mon agenda, puisque il n'y a rien de décidé en fait en commun, à mon avis, ça sera le social. Aujourd'hui, il faut comprendre que la société israélienne doit aussi se construire de l'intérieur, et ça doit être la priorité du Likoud, et c'est ce que je défendrai lors de mes entretiens ici, individuels ou avec des chefs de groupe ou avec dans les commissions qui seront ici à la Likoudiana. Au niveau de la sécurité, on sait que c'est très important également pour les Israéliens. Est-ce que pour vous, il faut d'abord se défendre sur le front nord d'Israël ou plutôt sur le front sud? C'est quoi l'urgence? Écoutez, le front sud n'est pas une urgence. Le front sud, ça va être, à mon avis, une guerre de longue haleine. D'accord? Le front sud, c'est-à-dire Gaza, est complètement contaminé par une haine absolue, une non-implication dans un processus, quel qu'il soit, vers la paix avec Israël. Donc, à mon avis, dans les 5 ou 6 prochaines années, il faudra revenir là-bas sur place, en sortir tous les terroristes qui sont là-bas, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. La guerre contre le terrorisme sur Gaza, ça sera une guerre de longue haleine. On est en train de protéger les souterrains qui sont en train de construire, les tunnels qui sont en train de construire. Donc ça va être une guerre de longue haleine. C'est pas d'après mon avis. Je reprends ici les propos de Avi Dirter, qui est à mon avis le numéro 1 de sécurité après Benyamin Netanyahou, après notre Premier ministre ici en Israël. Maintenant, concernant le front nord, je crois que c'est pas à moi de décider qu'est-ce qui est plus important, de commencer par Gaza ou de commencer par aller voir ce qui se passe au sud Liban. Aujourd'hui, on a bien vu ces dernières semaines, et ça a même causé en fait la démission de Lieberman, que Benyamin Netanyahou savait, et Lieberman savait pertinemment qu'il y avait des gros tunnels qui arrivaient du Liban sud vers Israël, et il a donné depuis déjà à peu près 2 semaines, 3 semaines, la priorité à Tsahal de fermer ces tunnels afin d'empêcher une invasion du sud du Liban. Qu'est-ce qui est prioritaire? Seulement le ministre de la Défense, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, c'est ce qui est prioritaire et sûrement pas moi.
Au niveau du processus de paix à présent, si on peut oublier un instant ce plan de paix américain qui se fait attendre, pour vous, ce serait quoi la solution pour régler ce conflit israélo-palestinien? C'est une solution à un État, à deux États, à trois États? Vous préconisez autre chose? Alors, tout d'abord, il faut être clair sur le mot paix. La paix, ça dépend pas seulement d'un côté ou de l'autre côté. Il faut qu'il y ait deux personnes qui soient d'accord pour faire la paix ensemble. Tant que les Arabes, dans l'absolu, n'auront pas décidé et n'auront pas admis qu'aujourd'hui il existe un État juif en Israël, on a un problème et eux, ils auront le même problème. Ça, c'est sûr. On l'a bien vu, les accords d'Oslo ne nous ont pas permis ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? La première chose à faire, à mon avis, c'est la souveraineté de l'État d'Israël sur la zone C et de faire ça par étapes. Ensuite, sur la zone B et sur la zone A, des territoires de Judée-Samarie. On appelle ça les territoires en Europe, on appelle la Judée-Samarie ici en Israël. Ensuite, après, on verra, en fonction de l'évolution, si il y aura une autonomie partielle, administrative de ces territoires gérés par les Arabes de Judée-Samarie. La paix entre Israël et les Palestiniens, elle est difficilement imaginable sans le soutien d'autres pays, comme par exemple les pays du Golfe. On a vu qu'il y a eu énormément d'avancées diplomatiques à ce niveau-là entre les Israéliens et certains pays. Ça s'officialise très doucement. Pour vous, ce serait quoi la prochaine étape pour tenter de normaliser ces relations? Alors, il est évident qu'aujourd'hui, au niveau diplomatique et vers les pays arabes ont tous compris une chose. Israël est une puissance militaire et les pays arabes ont besoin de la puissance militaire afin de garder leur régime en place. D'accord? C'est leur intérêt majeur. Donc, il y a une vraie coopération militaire, entre guillemets, non officielle entre Israël et les pays arabes. Deuxième point, au niveau économique, les pays arabes ont compris qu'Israël était un vrai modèle de développement économique et il y a des échanges, des vrais échanges bilatéraux existants aujourd'hui, non officiels, mais qui existent tous les jours entre les pays arabes et l'Israël. À mon avis, c'est comme ça que devra être le processus de paix au sein des Arabes des territoires et d'Israël. Il faut d'abord qu'il y ait une coopération réelle entre les peuples. Si un peuple veut pas d'un autre peuple, il n'y aura jamais. Au niveau économique, à présent, on change complètement de sujet. L'économie israélienne, on le sait, elle ne se porte pas si mal par rapport à d'autres économies occidentales. Mais les Israéliens, eux, ils ont une vie qui est souvent difficile au niveau du pouvoir d'achat. Ouais. Notamment, c'est quoi la vision économique du Likoud pour les 4 ou 5 prochaines années? Alors, je reprends encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de vision aujourd'hui du Likoud. Tout le monde est en train d'en débattre et chaque candidat va défendre son agenda politique, c'est-à-dire ce à quoi il croit. Au sein du Likoud, vous avez des groupes qui sont libertariens, d'accord, c'est-à-dire qui voudraient privatiser quasiment tous les services publics, et vous avez des gens qui sont un peu plus et qui sont moins libertariens, qui disent qu'il faut que l'État aussi intervienne aussi et aide les entreprises à créer des emplois, à créer de la richesse et à augmenter le pouvoir d'achat et à combattre des monopoles. Je crois que il n'y a pas de doigt univoque du Likoud. On n'est pas Staline. Chacun va défendre un agenda et en fonction de la place de tel ou tel candidat à la Knesset, son agenda, il mettra en avant son agenda avec des nouvelles lois et avec des pressions parlementaires pour faire adopter ces lois. Je crois qu'on peut, vous avez parlé d'une chose qui est très importante, c'est le coût de la vie, d'accord? On sait très bien que c'est lié aux gros monopoles qui contrôlent le pays, les 10 ou 20 plus grosses sociétés qui contrôlent le pays. Je crois qu'aujourd'hui, notre Premier ministre est un peu lié à tous ces monopoles et il a un peu les mains liées avec ça. Je crois qu'il est important d'avoir de nouveaux parlementaires qui vont l'aider justement et avoir une majorité encore plus forte avec un nombre de parlementaires plus élevé pour permettre à notre Premier ministre de prendre des décisions qu'il ne peut pas prendre aujourd'hui. Le système politique israélien, il est assez semblable à celui qu'on a ici en Belgique. Pour gouverner, il faut faire une coalition au gouvernement, oui, à la Knesset, au Parlement. La dernière coalition emmenée par le Likoud, elle était qualifiée par quasi toute la presse comme étant la plus à droite de l'histoire d'Israël. Si le Likoud l'emporte le 9 avril prochain, avec qui vous verrez cohabiter ? Je crois que je lis absolument pas dans le café et je suis pas kabbaliste. Donc,
pour une fois, je veux dire, on va attendre les résultats des élections. Et je crois que malheureusement, vous savez, la cuisine de la coalition, ça se traite en 3-4 jours après les élections, dès l'instant où un Premier ministre va être nommé. Peut-être que même il y a une refonte des partis religieux Haredim ces jours-ci. Il y a une refonte même du parti arabe avec la liste commune. Peut-être que si jamais les prochains dirigeants du parti arabe sont moins pro-palestiniens et commencent à comprendre qu'ils font partie intégrante de l'État d'Israël et respectent l'État d'Israël, va savoir si ce parti arabe sera peut-être pas le premier parti d'opposition. Donc je crois qu'on ne sait pas, vous comme moi, ce qui va se passer aux élections. Attendons les élections et j'ai confiance pour que Mar Binyamin Netanyahou, notre Premier ministre, soit demain celui qui fera les négociations pour la prochaine coalition. Un mot sur l'Alia. À présent, on sait que c'est important pour vous en tant qu'Israélien francophone. Qu'est-ce que vous comptez ou qu'est-ce que vous pourrez encore faire pour tenter de favoriser l'Alia des Français, des Belges aussi? Alors, l'Alia, je crois que comme tout juif qui a une aspiration à faire monter les Juifs à Sion, c'est-à-dire les Juifs en Israël, on espère tous quelque part de voir les Juifs monter dans leur pays, qui est Israël, leur pays, pas seulement le pays pour avoir une théodat zéo, c'est-à-dire une carte d'identité, mais leur pays de cœur, leur pays de prière. D'accord? On espère tous les voir arriver ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit donner en fait aux Olim? Le problème des Olim, il y a plein de problèmes qui sont les Olim. Si je commence avec les problèmes des diplômes, de reconnaissance des diplômes, d'avoir un meilleur niveau en hébreu, faciliter l'emploi des Olim, on peut faire une liste de maintenant pendant 5 kilomètres de liste. Il faut surtout que les Olim qui arrivent en Israël comprennent que les règles sont complètement différentes, qu'on est dans un pays ici où il faut se battre en permanence et pour ça, il faut en vouloir. Il faut en vouloir. Beaucoup d'Olim qui arrivent des pays francophones et des pays civilisés arrivent ici et pensent que tout leur est acquis alors qu'il n'y a rien d'acquis dans ce pays. Il faut se battre tous les jours.